Tout de suite, le bonus de pulsation avec le docteur Gilbert Zulian. C'est donc la médecine palliative ou les soins palliatifs qui nous réunissent. Vous nous direz s'il y a une différence. C'est quoi la médecine palliative ? La médecine palliative, c'est un peu toute la médecine. Maintenant, il est clair qu'on cherche à mieux la définir avec des mots qui soient compréhensibles. Et pour ce qui nous concerne, c'est volontiers la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui s'applique. La deuxième, la première fut publiée au début des années 90, si mon souvenir est bon, la deuxième en 2002. Elle s'intéresse à la personne. La médecine palliative accepte la personne comme elle se présente, mais elle va se présenter également avec son entourage, avec ses croyances, avec ses illusions, avec peut-être aussi ses deuils, et dans un contexte palliatif, autrement dit, dans un contexte qui fait que la maladie ne va plus être l'objectif principal. C'est la personne qui devient l'objectif principal de la médecine palliative. Quelles sont vos premières missions et peut-être les 3 symptômes clés et prioritaires, clés de voûte de votre action au quotidien ? En médecine et soins palliatifs, les études menées aussi bien de ce côté-ci que de l'autre de l'Atlantique ont bien mis en évidence 3 symptômes principaux qu'il est urgent de soulager pour autant qu'on veuille effectivement accomplir son travail médical. Le premier, c'est la douleur. La douleur, ça a été la porte d'entrée des soins palliatifs parce que la douleur vous coupe de votre monde, vous empêche de communiquer, est susceptible de vous enfermer véritablement dans vous-même et par conséquent de vous rendre inaccessible. On va donc mettre tous les moyens à disposition, et il y en a, pour soulager cette douleur et permettre ensuite des échanges de type communication. Le deuxième symptôme qui va se présenter à la personne ayant besoin de soins palliatifs, c'est vraisemblablement l'angoisse. L'angoisse existentielle, celle qui véritablement vient menacer votre existence propre. Et là aussi, si l'on n'est pas capable de soulager l'angoisse, les médicaments sont là, les thérapeutiques complémentaires également, on ne va pas véritablement rendre service. On va rester sur le pas de porte de la personne. Il faut pouvoir entrer dans cette angoisse, dans cette dynamique-là, et lui donner ensuite éventuellement un sens. Quant au troisième symptôme principal, ça pourrait être aujourd'hui la dyspnée, la difficulté respiratoire. Le souffle de vie se manifeste avec cet air qui entre et qui sort, et en soins palliatifs aujourd'hui, peut-être lié à l'épuisement musculaire que quelqu'un présente lorsqu'il souffre d'une maladie chronique ou aux altérations du parenchyme pulmonaire. Cette dyspnée, cette difficulté respiratoire, elle va inquiéter non seulement la personne qui en souffre, mais son entourage. Et on va ajouter une dimension de complexité supplémentaire parce que vous n'allez pas seulement soulager la personne qui souffre de dyspnée en soins palliatifs, mais également son entourage qui le voit respirer avec difficulté. À qui s'adresse cette médecine palliative aujourd'hui ? À tout un chacun, pour autant que les conditions soient remplies, autrement dit qu'il sache, celui-ci ou celui-là, y faire appel lorsque le besoin s'en fait sentir, lorsque vraisemblablement vous avez pris peut-être conscience de votre finitude, parce que vous souffrez d'une maladie lentement évolutive, ultimement fatale. L'exemple caractéristique, caricatural, j'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est le cancer, ou la maladie cancéreuse, qui est très souvent accompagnée de la faux qui vient vous faucher la vie. Et cette maladie-là, lorsqu'elle se manifeste de telle manière à ne plus être accessible à des soins curatifs, autrement dit à guérir, lorsque par exemple vous avez développé des métastases, lorsqu'elle a récidivé, elle n'est plus guérissable au sens de retour à la situation antérieure. Et il va falloir apprendre à vivre avec. Petit à petit, on va perdre l'une ou l'autre capacité fonctionnelle plus particulièrement, avant que les organes ne défaillent, atteints qu'ils le sont par les métastases en question ou par simplement la perte de leur réserve fonctionnelle. La personne se trouve pris dans sa propre vie, ça n'est rien d'autre qu'une expérience de la vie, mais avec, en point de mire,
une certitude qui est celle de devoir la terminer avant qu'on aurait souhaité devoir le faire. Quelle vérité devez-vous au patient sur sa réelle situation et sur son échéance à venir ? Il est absolument ridicule de vouloir prédire une échéance. On ne le sait pas, peut-être dans les dernières heures ou les derniers jours. Ça, je veux bien qu'on soit moins inexact. Mais pour le reste, on a toujours tout faux. En revanche, le patient doit savoir qu'il a le temps de faire des projets, qu'il a le temps de mettre de la valeur dans ce qui lui reste à vivre, que cela soit quelques jours, semaines, ou très régulièrement plusieurs mois. Nous avons cette capacité intellectuelle de pouvoir nous projeter dans l'avenir, si tant est qu'on nous laisse un certain temps. Dernier aspect autour des directives anticipées, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience ici, j'imagine. Qu'appelle-t-on directive anticipée et à quoi servent-elles ? Vous nous proposez là un grand chapitre, qui est celui des directives anticipées, que tout un chacun devrait pouvoir écrire lorsqu'il affronte un accident ou une maladie sérieuse. Elles sont inscrites dans la loi depuis très très longtemps. Personne ne le savait avant qu'en 2006, on fasse un peu de publicité autour de ces directives anticipées pour véritablement montrer qu'elles ont de l'importance. Donc c'est quoi concrètement ? Les directives anticipées vous permettent de déterminer quels soins vous aimeriez recevoir dans une situation donnée. Elles vous demandent un effort de réflexion intense pour que vous soyez capable de mettre en mots ce que vous souhaitez recevoir, à quel niveau vous souhaitez le recevoir, lorsque par exemple, vous n'êtes plus capable de manger, vous n'êtes plus capable de boire. C'est une hypothèse qui peut survenir dans votre vie. Et c'est bien là que la difficulté se trouve. C'est bien là que le bas blesse. Qui a envie de s'imaginer dans une situation telle que celle-là, lorsque peut-être il a souffert d'un premier infarctus, ou lorsque on lui diagnostique une maladie cancéreuse. Alors que c'est là probablement qu'il faudrait anticiper, tôt dans le décours d'une maladie et dans celui d'une vie. Aujourd'hui, les hôpitaux ont mis un certain nombre d'efforts avec une brochure, de l'information, pour que chacun sache qu'il peut remplir ses directives anticipées à l'occasion d'un séjour hospitalier. Elles figureront dans le dossier et chacun est tenu de s'y conformer. Il y a une obligation légale là-dessous qui implique que les soignants exécutent ce qui est écrit dans les directives anticipées si au moment de la décision, la personne n'est pas capable de s'exprimer. Parce qu'au moment où on va lui poser la question, elle peut encore dire le contraire de ce qu'il y a dans ces directives anticipées, et c'est ce qu'elle aura dit qui fait foi, pas ce qui est écrit. Vous, pourquoi avoir basculé dans une spécialité qui n'en est pas une, en tout cas au regard de la FMH ? C'est souvent le hasard, une rencontre, un parcours de vie ou une formation. Vous connaissez les raisons de votre présence aujourd'hui ici ? Raisonnablement, oui. C'est un destin choisi. C'est une logique. C'est une logique liée à ma formation d'interniste, aux rencontres, effectivement. Deux patients m'ont plus particulièrement marqué au tout début de ma carrière, entre guillemets. Puis, c'est une volonté d'approfondir une maladie fascinante, qui est la maladie cancéreuse, avec la chance d'aller dans un autre pays, autrement dit l'Angleterre. Et en Angleterre, dans l'hôpital où j'ai accompli 2 ans de spécialisation en cancérologie, c'est intéressant de savoir que l'unité de soins palliatifs côtoie l'unité de soins intensifs. C'est un voisinage tout à fait harmonieux qui permet des échanges parfaitement constructifs. Puis ensuite, quand vous êtes en cancérologie, vous vous rendez assez vite compte que la majorité des personnes qui souffrent de cancer sont âgées. J'ai donc transité par la gériatrie. Et lorsqu'on associe gériatrie, cancérologie, médecine, eh bien, on s'aperçoit qu'une bonne partie des personnes qu'on rencontre vont décéder, disons, dans l'année qui vient. Et c'est là que la médecine palliative doit pouvoir s'exprimer le mieux. C'est dans cette dernière année, qui est volontiers critiquée. Nos assureurs, qui ne sont pas toujours aussi bienveillants qu'on voudrait le croire,
disent volontiers que ça coûte trop cher. Peut-être que ça pourrait coûter moins cher si on posait la problématique au moment où il fallait le faire, c'est-à-dire lorsqu'on a compris que la maladie ne se laissera plus faire comme avant et qu'il convient de se préparer petit à petit à répondre à une question: est-ce que vous seriez surpris si ce patient venait à décéder dans l'année? Si vous me répondez non, vraisemblablement qu'une partie de médecine et de soins palliatifs doit entrer dans la prise en charge de cette personne.